Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, le sujet qui va nous animer aujourd'hui et les stratégies patrimoniales face au rendement boosté proposé par les banques. Les épargnants voient en effet, alors tout d'abord les livrets réglementaires comme le livret A proposer des taux donc améliorés avec un livret A qui est aujourd'hui à 3%, mais d'autres livrets voient également le jour, notamment les super livrets proposés par les banques qui affichent des taux attractifs sur des durées plus courtes, sur des durées très courtes, même de quelques mois. Il existe également des fonds en euros qui ont proposé des rendements boostés pour l'année 2023. Est-ce que cela remet en question une stratégie patrimoniale dans son ensemble? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Patrimonio Finance. Alors effectivement, face à l'inflation dans un premier temps, mais aussi à la remontée des taux d'intérêt des banques centrales, des taux directeurs des banques centrales et donc des taux d'intérêt également, on voit de plus en plus de rendements boostés proposés par les banques. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte quand on travaille la stratégie patrimoniale d'un épargnant? En fait, clairement, parce que ça nous permet dorénavant de tenter de combattre la hausse spectaculaire que l'on connaît depuis 12 mois sur l'inflation. D'accord. En fait, le discours, il a, depuis 12-14 mois, depuis cette explosion de l'inflation, change les lignes. Et le combat sur l'inflation par rapport à un actif financier que l'on a à placer, il s'inscrit dorénavant dans une période longue. Moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans un nouveau cycle avec un schéma d'inflation longue. Et on est au début d'un nouveau cycle. Moi, je ne crois pas du tout en fait que en 2024, l'inflation va revenir comme avant. Pas du tout. J'y crois pas. Donc, ce qui veut dire que par rapport à votre question, oui, le bloc fonds en euros, super livret, ça nous permet de créer une première base d'allocation pour son patrimoine. Et à l'image de ce que disait précédemment votre intervenant Laurent Ovion, la partie crypto, elle est à l'opposé du spectre. Bien sûr. Et elle permet en fait dorénavant de construire bloc par bloc une allocation d'actifs qui doit être décorrélée l'une de l'autre. Donc dans une stratégie de diversification, vous faites référence à une interview qu'on a eue juste avant sur effectivement les crypto-monnaies. Donc globalement, parce que le livret A voit son taux révisé, effectivement ça c'est réglementaire. Quand des banques ou des assureurs proposent des rendements boostés sur des super livrets ou des fonds en euros, on imagine qu'il y a une stratégie commerciale derrière, mais qui finalement sert les intérêts aussi des conseillers en gestion de patrimoine et donc des épargnants in fine. Alors, en fait, vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, on a, compte tenu du remontée de ces livrets ultra liquides, remontée des taux, il y a une vraie compétition qui peut avoir lieu entre des fonds en euros dont les rémunérations dans le passé, y compris en 2021 et en 2022, étaient faibles, qui étaient dorénavant inférieurs au nouveau taux du livret A. Bien Donc sûr. en fait, les assureurs proposent des taux majorés, je pense pour deux raisons. La première, effectivement, c'est pour capter de l'épargne. D'accord. C'est évident. Mais secondo aussi, c'est pour pouvoir acheter du papier obligataire et servir ainsi la stratégie du fonds dans le futur, parce qu'il y a clairement des opportunités avec la remontée des taux, des opportunités d'achat sur des titres obligataires de durée courte ou plus longue, en fonction de la qualité, de ce que veut acheter le gérant du fonds en euros. Mais clairement, je pense que c'est un bon moyen pour le futur, pour espérer revoir des taux d'intérêt sur des fonds en euros qui vont être de nouveau beaucoup plus importants. Parce que les obligations émises aujourd'hui ont des taux plus intéressants que celles qui étaient émises il y a quelques années, quand on parle des obligations d'État, si on reste sur les fonds en euros, et donc il faut des liquidités pour acheter ces nouvelles obligations qui offriront de meilleurs rendements dans le futur, c'est ça? Exactement. Moi j'ai commencé il y a 25 ans, ça fait presque dinosaure, mais... mais vous avez l'historique, vous avez l'expérience. Où les rendements, l'inflation et les rendements obligataires étaient supérieurs à 10. Donc on a connu jusqu'à l'année dernière 25 ans de baisse des taux. D'accord. Et donc on a toujours bénéficié en fait des rendements des quelques années passées dans les fonds en euros pour avoir un semblant de taux qui était meilleur que le rendement obligataire à l'instant T. Parce que souvenez-vous, il y a 18 mois, les rendements obligataires sur une obligation 10 ans
française ou sur une obligation 10 ans allemande était en rendement négatif. Bien sûr, oui. Et là, aujourd'hui, je vous ai sorti, ce matin, on a sur une obligation allemande 10 ans, on est à presque 2,40. Sur nos AT 10 ans française, on est à 2,86. Aux États-Unis, on est à 3,43. Donc, il y a de nouveau. Alors, c'est clairement en deçà du niveau d'inflation d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. On n'atteint pas l'inflation pour autant. Mais c'est une opportunité pour pouvoir acheter du papier qui va permettre en fait d'incrémenter la performance future, je dirais, du fonds en euros. Donc, quand vous avez un fonds d'une compagnie d'assurance qui fait 100 milliards d'actifs sous gestion, la stratégie des assureurs, c'est probablement de pouvoir collecter beaucoup d'argent dès cette année, parce que peut-être que le milliard qu'ils vont collecter permettra petit à petit dans le futur, et le milliard d'après, voire les 2-3 milliards dans les années futures, permettront petit à petit, avec la fin des échéances des obligations passées, petit à petit de faire un roulement et d'augmenter la rentabilité. Et donc de redonner du rendement à ces fonds en euros, au-delà du boost qu'on a pu avoir cette année, mais de redonner un rendement un peu plus élevé que les dernières années. Exactement. Et puis alors, pourquoi est-ce qu'elles font aussi, comment est-ce qu'elles font ces taux super boostés? Vous le savez, les assureurs, le code des assurances offre 2 opportunités. La première, c'est de pouvoir redistribuer des performances passées, la cagnotte, une cagnotte sur 10 ans, ça s'appelle la PPE, donc c'est une provision pour la participation aux excédents. Historiquement, on est à des niveaux qui sont très élevés, puisque l'intégralité des assureurs aujourd'hui a une PPE de 4,7%. D'accord. Et si on la compare à 2012, donc il y a 10 ans, on était à 1,4%. Donc ça veut dire que cette année, il va y avoir clairement une politique volontariste d'augmenter des taux en distribuant dès à présent une partie du trésor de guerre pour pouvoir, collecter, 2, pour pouvoir acheter, et puis pour faire du commerce. On voit Cédric Marx se développer également des des fonds obligataires à échéance. C'est des stratégies qui reviennent, ou en tout cas qui reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment on les prend en compte dans une stratégie patrimoniale? Alors, pour tenter de répondre à votre interrogation, je reviens 20 secondes par rapport à comment est-ce qu'on construit une allocation grâce aux fonds en euros boostés. D'accord. Pour pouvoir accéder à ces fonds en euros boostés, l'assureur va vous demander d'intégrer 40, 50, 60% d'unités de compte pour pouvoir bénéficier de ce taux majoré. D'accord. Je trouve ce qui est intéressant dorénavant, c'est que grâce à ces contrats avec ces taux boostés, on va pouvoir créer la brique défensive du portefeuille. Et à ce titre, y insérer dans la partie unité de compte que l'on se doit de créer pour bénéficier du taux majoré, une allocation en fonds obligataires. Alors, depuis l'été dernier, moi je trouve que des fonds obligataires, c'est très intéressant d'acheter des fonds obligataires. Pourquoi? Parce que vous avez une valorisation du prix de l'obligation qui a, compte tenu de la remontée des taux très importante qu'on a connue, historique, Bien sûr. En 2022, vous avez eu alors c'est asymétrique, une dévalorisation du prix de l'obligataire. Bien sûr. En clair, vous achetiez une obligation au 1er janvier 2022 qui donnait un rendement de 1%, par exemple, au 1er janvier 2022. Au 30 décembre 2022, cette même obligation, échéance 5 ans, vous donnait probablement 3,5%. Donc, en fonction de la maturité, donc de l'espérance, de la durée de vie de cette obligation, c'est très probable que ce qui valait 100 au 1er janvier 2022 valait entre 85 et 93 en fin d'année. Parce qu'elle rapporte moins, le rendement est moindre que les nouvelles obligations émises. Exactement. Donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une vraie conviction, que acheter du papier à échéance courte, du 2 ans ou de 5 ans, on va en reparler si vous le souhaitez, ça nous permet, avec des cours décotés, est un bon moyen pour faire du portage obligataire. Alors quand on dit portage obligataire ou quand on parle de fonds à échéance, ça veut dire qu'on achète des obligations avec l'objectif de les garder et de toucher le coupon effectivement tous les ans, mais pas de les revendre et donc de pas du tout jouer sur la valorisation de l'obligation, mais simplement sur le coupon. C'est bien ça? C'est presque ça. C'est presque ça, d'accord. La première partie de la réponse, c'est de se dire, lorsque l'on fait du portage obligataire, lorsqu'on va acheter un fonds à échéance, on achète le fonds et on se laisse porter probablement
presque jusqu'au terme. Pourquoi ? D'accord. Parce que dans cette première partie, on va faire comme faisaient nos aïeux. Eh bien, ils achetaient un coupon, ils achetaient un obligataire, et puis tous les trimestres, ils allaient à leur établissement détacher le coupon pour pouvoir percevoir cette somme. Souvent, on a connu ça en 2013, on a connu ça aussi en 2016. Il y a des anomalies de marché. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la remontée très importante des taux, il y a des anomalies entre le rendement demandé et la valorisation du titre. Donc, le fait d'acheter des fonds obligataires va peut-être permettre en 18, 24 ou 36 mois, sur du papier qui a une durée de 5 ans, de pouvoir capter peut-être en 2 ans et demi ou 3 ans le rendement, la quasi-totalité du rendement espéré en 5 ans. Donc, ce n'est pas forcément évident de le porter jusqu'au terme, mais par contre, je pense qu'il y a clairement une opportunité intéressante. Opportunité intéressante, pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, lorsque vous achetez, moi, au sein du cabinet, on achète du high yield 2 ans, donc c'est-à-dire high yield, c'est des obligations à haut rendement. Bien sûr, mais donc plus risqué. Ou des obligations investment grade, c'est-à-dire moins risquées, 5 ans. On a, on va dire, schématiquement, presque le même rendement. D'accord. Presque le même rendement, en fonction, bien évidemment, je dirais, de la signature. Moi, je pense que c'est intéressant d'acheter plutôt du haut rendement 2 ans en ce moment, parce qu'on va avoir des rendements qui vont être supérieurs à 5 ou 6%. Donc là, on arrive sur des niveaux d'inflation, pour le coup. Exactement. On prend un peu plus de risques. Exactement. Et dans l'espoir, c'est qu'en 2024, lorsque les taux auront arrêté de monter, peut-être qu'ils auront initié une descente, je dirais, dans les taux. Si vous achetez du papier à 5% et qu'on a une inflation qui est à 3,80 ou 4 ou 4,20, on est repassé en positif. Positif. D'accord. Donc plutôt effectivement du high yield. Alors très rapidement, on est d'accord que c'est donc la partie la plus risquée de l'investissement obligataire. C'est géré par des fonds. Est-ce que ça permet de cantonner le risque, ou il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de garantie en capital quand on investit sur des fonds obligataires high yield ? Alors en fait, moi ce que j'utilise, c'est soit vous achetez des fonds obligataires qui vont être triple B, donc qui font partie de la première catégorie. Bien sûr. Soit vous achetez des fonds obligataires qui sont tout en haut de la deuxième catégorie du haut rendement, vous avez double B. Et là, vous avez réellement entre ces deux catégories-là, bien que ce soit uniquement un cran d'écart qui les sépare, vous avez parfois un potentiel de rendement qui est beaucoup plus important, peut-être 1 ou 2%. Donc oui, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il y a une notation, elle est du haut rendement, c'est plus risqué, mais tout dépend de ce que vous allez acheter. On essaye d'acheter, je dirais, le moins risqué de la seconde partie. Merci beaucoup Cédric Marc d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Patrimonio Finance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.